Alors bonjour à tous, bienvenue sur dailyfx.fr, bienvenue au Good Morning Euro Dollar. Vincent Gann pour vous retrouver. Content de vous retrouver, j'étais absent vendredi dernier, mais vous avez pu suivre l'impact sur le marché d'échange de la publication du rapport NFP. Cette semaine, il y a la Banque centrale du Canada, parmi les banques centrales majeures, et surtout mercredi, les minutes de la Réserve fédérale. Au fond, il y a quelque chose, moi, qui me surprend. Vous le savez, le dollar américain baisse depuis le début de l'année, donne des signaux de vente. Et pourtant, lorsqu'on regarde la macro US, elle est loin d'être mauvaise. Au contraire, la semaine dernière, beaucoup de bons chiffres macroéconomiques US, notamment sur le marché du travail. Les indicateurs avancés sont bons. Bref, la confiance du consommateur aussi, selon l'Université du Michigan. Et pourtant, le dollar US baisse parce que, en face de cette macroéconomie solide de l'économie américaine, se trouve la Réserve fédérale des États-Unis et notamment sa présidente, Madame Yellen, qui emploie un ton de plus en plus accommodant et qui même parle de mesures monétaires d'assouplissement pour soutenir l'économie américaine. Elle s'inquiète notamment du cycle économique mondial, entre autres. Alors, lorsque vous regardez le prix des contrats futurs négociés sur le taux d'intérêt des Fed Funds, donc le taux d'intérêt de l'argent que la Réserve fédérale octroie aux banques commerciales US, bien si l'on croit le prix de ces contrats futurs, la probabilité de voir la Fed relever ses taux en avril, accrochez-vous, c'est 0%. Voilà, il n'y a même plus 1%, c'est 0. Donc ça s'est complètement écrasé. Moins de 30% en juin, ça a baissé de 15 points par rapport à la dernière. Donc voilà, il y a la bonne macro américaine et il y a en face la présidente de la Fed qui en plus se met en porte-à-faux vis-à-vis de certains membres votants du FOMC qui eux ont une approche beaucoup plus restrictive. Alors au final le dollar US baisse. Moi je me suis beaucoup intéressé aux graphiques de long terme et ça c'est un travail à faire au moins une fois par mois lors de la clôture mensuelle. Et donc je commence par ce graphique mensuel du dollar US. Selon mon approche technique, c'est sans appel. Le dollar US a devant lui des perspectives de baisse. Attention, c'est un graphique mensuel. En l'état, lorsqu'on a un signal technique baissier sur un chart mensuel, l'impact, c'est pas la séance d'après, c'est peut-être même pas les semaines qui suivent. C'est un graphique mensuel, ça peut prendre du temps. Rappelez-vous l'USD Yen, les cassures monthly de janvier-février, ça fait plusieurs semaines que l'USD Yen est dans un range, mais je pense qu'il va prochainement en sortir par le bas et casser les 111, mais ça prend toujours du temps. Surtout lorsque ces signaux sont donnés sur des graphiques de long terme. Donc il faut s'accrocher. Je vais reparler de toutes ces choses-là. Parmi les cassures mensuelles qui m'ont marqué au-delà de celles de l'US Dollar Index de FXCM, alors naturellement tout le monde s'intéresse au DXY, le dollar US suivi dans les grandes salles de marché, qui est disponible d'ailleurs sur TradingView, un site graphique qui est sponsorisé par FXCM. Moi, ce qui me dérange avec le DXY, c'est la part relative de l'euro-dollar. L'avantage de celui de FXCM, c'est que l'euro-dollar voit sa part réduite à 25%. Donc je pense que c'est plus équilibré et sur le plan technique, l'analyse de cet indice ne m'a jamais déçu. C'est d'ailleurs en pratiquant l'analyse technique sur l'US Dollar Index de FXCM que dès fin janvier, j'ai défendu le scénario d'une baisse lente, mais une baisse du dollar américain. Alors, je vous montre un graphique de l'eurodoll en monthly. Là aussi, honnêtement, ça c'est ce qu'on appelle une divergence haussière standard. Voilà, sur l'euro-dollar. Mais c'est un graphique mensuel. Ce qui a activé la divergence haussière standard, au-delà du fait d'avoir un dépassement de ce niveau sur le RSI, c'est la cassure des 1,1260. Alors, c'est justement en fait ce que j'essaye de faire passer comme message. Il y a des signaux d'achat sur les graphiques de long terme de l'eurodoll, mais en l'état, un pullback à 1,1260 reste possible. Sauf que ça n'aura pas lieu, je pense. Si l'euro-dollar avait voulu pullbacker de 100 ou 150 pips, il avait la place de le faire la semaine dernière. Excellente enquête ADP mercredi dernier. Les indices PMI manufacturiers qui battent les attentes aux États-Unis. Le rapport NFP de vendredi, j'étais absent, mais vous étiez avec Yoav et Sylvain. Excellent rapport NFP. L'euro-dollar n'a pas fait sa conso de 150 pips. En l'état, j'ai toujours pensé que lorsqu'on a des fondamentaux évidents qui sont censés faire baisser une devise, le QE2 de la BCE, les taux négatifs, le refinancement à zéro, la phase 4 du TLTRO, qui doivent faire baisser l'euro, et une macro US solide,
qui doit faire donc monter l'USD, donc baisser l'euro-dollar. Lorsqu'on a tous les fondamentaux évidents qui doivent avoir des conséquences évidentes sur un taux de change, mais que le mouvement ne se passe pas, c'est que le marché n'a pas envie de baisser. Et si le marché n'a pas envie de baisser, c'est que tous ces fondamentaux sont déjà intégrés dans le prix du taux de change. En l'état, le marché va donc monter. Et c'est donc ce qui se passe sur l'euro-dollar. Alors, est-ce qu'on peut pullbacker à un 12,60 ? J'en doute. Mais c'est possible. Il faut avoir conscience de ça. Autre graphique de long terme avant de passer sur du court terme, le NZD-USD en weekly chart. Il y a la place là aussi pour pullbacker parce que la cassure weekly du NZD-USD, c'est 0,6810. Et c'est donc toujours la difficulté lorsqu'on étudie un graphique de long terme et qu'on voit des signaux directionnels, c'est que les conséquences ne sont pas immédiates. Ce n'est pas dans l'heure qui suit. Et il y a toujours la place sur un graphique de long terme pour des retracements. Alors, le marché qui retrace souvent énormément, ce sont les indices boursiers. Les retracements, c'est 50, 70% parfois. Donc, c'est toujours compliqué pour les stratégies directionnelles. Je ne pense pas que sur ces paires majeures en dollars, on aura des retracements de l'ordre de 60-70%. Alors, on a eu, avec l'euro-dollar, lorsqu'il est revenu à 1,1150, un retracement de 60%. J'avais même moi-même été surpris par l'amplitude de ce retracement. Ça a fini par repartir. Donc, voilà en fait ce qui m'intéresse. En avril, prochaine décision de la Fed, 0% de la probabilité de voir la Fed monter ses taux. Madame Yellen, dès qu'elle prend la parole, elle fait baisser le dollar américain. Dès que la Fed produit une communication officielle, et donc dès qu'il ne s'agit pas d'un membre isolé qui prend la parole du FOMC, mais dès que la Réserve fédérale produit un communiqué officiel, donc filtré par Madame Yellen, le dollar US est sous pression. Et donc justement cette semaine, on a les minutes de la Fed. La stratégie au fond serait de voir peut-être une légère reprise technique du dollar US en début de semaine, avant de le voir poursuivre sa baisse donc lors des prochaines semaines. Et donc moi je me raccroche à ce dollar US. Et j'envisage au fond lors des prochaines semaines, alors le rythme bien sûr est incertain, sur la base de cette pattern en bisou. Donc revenir chercher les 11,634, 11,650 sur le dollar américain. Je vais vous reparler de l'euro GBP. Rappelez-vous, l'euro GBP a toujours été la paire en livres sterling qui m'intéressait pour un achat parce que l'euro GBP, dans toute la phase de reprise de la livre sterling, n'a jamais cassé de support. Eh bien, l'euro GBP a fait sa cassure haussière. Il a atteint 0,80, mais je défends toujours davantage de hausse. L'euro GBP fait partie depuis le début de l'année de mes stratégies d'achat de long terme. À la fois du fait de la force retrouvée de l'euro depuis le mois de décembre et d'un GBP sous pression et qui va le rester d'ici le printemps prochain. Alors, trêve d'introduction, je vous laisse prendre connaissance bien sûr du calendrier économique. Bon, vous pouvez faire ce travail vous-même. La RBA, la Banque de réserve d'Australie, c'est la nuit prochaine si mes souvenirs sont bons. Et bien sûr les minutes de la Fed en milieu de semaine. Allez, je vous propose une couverture technique intraday des paires majeures et ensuite je lis vos questions, j'y réponds en prenant le temps donc d'y répondre. L'euro-dollar, juste le weekly chart, rapidement. La cassure weekly, je prends le cours de clôture, c'est 1,1266. Est-ce qu'on peut réellement revenir à 1,1266 ? Moi j'ai mon approche prix momentum, le RSI monte, c'est repris sur 50, le prix monte. Ce sont les meilleurs mouvements. Moi vous savez, les divergences, c'est une partie de l'analyse technique, mais la véritable force de l'analyse technique, c'est la convergence prix-momentum. Et là, ça se passe bien donc sur l'euro-dollar. Alors l'euro-dollar, 1,1260, le niveau weekly. Franchement, je doute que le marché fasse un tel pullback. Regardez vendredi. Donc, j'étais pas présent, mais j'étudie le chandelier H4 du NFP. Superbe économie américaine qui crée beaucoup d'emplois. Taux de chômage toujours bas. Même l'administration américaine actuelle s'est réjouie de la force de l'économie américaine. Le marché donc baisse, logique, pullback, mais repaye immédiatement. Et donc on est face actuellement, en ce qui concerne le dollar américain, à d'une part la macroéconomie américaine qui est de qualité, qui est bonne, et en face la présidente de la Fed, étonnamment accommodante. Et qu'est-ce qui prend le dessus ? Comme d'habitude, les banques centrales, donc la Réserve fédérale.
Alors sur le plan technique, qu'est-ce qu'on peut faire? Je m'intéressais moi beaucoup, rappelez-vous, au RSI H4 de l'eurodoll parce qu'il se maintenait au-dessus de 70, il bascule en dessous. Je cherche un point d'entrée sur l'euro-dollar, mais je n'y reviens pas ce matin. C'est trop tôt, je pense. Il faut laisser ce marché consolider. Il y a une ligne de tendance haussière qui attrape le point bas du 10 mars et le point bas du 29 mars. J'envisage au mieux une dérive latérale, dans le meilleur des cas un retracement, mais au niveau actuel des cours, MM20H4, là ne m'intéresse pas. Alors je me trompe peut-être, mais j'envisage une légère reprise du dollar US avant les minutes de la Fed, et donc probablement mardi ou mercredi, un bon point d'entrée euro-dollar. Mais ce matin, je n'y reviens pas, c'est trop tôt. C'est l'approche technique en tout cas que j'ai, c'est trop tôt. Alors ce qui est très intéressant, c'est que dans cette phase, si vous étudiez le volume d'échange réel, négocié donc sur l'euro-dollar, donc je parle là des capitaux monétaires réels envoyés donc par les traders FXCM dans le monde. Alors encore une fois, on va être transparent, c'est pas le volume mondial du marché d'échange. Ce sont les trades enregistrés chez FXCM dans le monde. C'est une part relative intéressante. Dans tous les cas, c'est souvent utile d'utiliser ce volume, c'est plus ou moins représentatif. Ok, mais soyons honnêtes, ce n'est pas le volume du FX dans le monde. Alors, observez la conso actuelle du dollar US. Les phases d'impulsion ont été faites avec un volume très conséquent. Les phases de conso se font sur un volume anecdotique. Et ça, vous savez, en analyse technique, il y a deux données. Le prix et les volumes. Ensuite, tout dérive. Les indicateurs techniques dérivent des prix. Les indicateurs techniques peuvent aussi dériver du volume. Mais à la base, l'analyse technique, c'est le prix et le volume. La transaction qui crée le prix, le volume qui, ce sont les capitaux envoyés et qui permettent la transaction permettant le prix. Donc ce sont les deux données principales. Et donc là aussi, ça avance ensemble, donc c'est une bonne chose. Ok, donc en données horaires, voilà, on s'installe dans un range, les moyennes mobiles s'aplatissent. Cette ligne de tendance me paraît un peu trop court terme pour s'y intéresser, donc voilà, on va se détendre et l'eurodoll, on va attendre tranquillement qu'il revienne tester cette oblique, donc je n'y reviens pas tout de suite. Le GBP USD reste décidément faible et c'est parce que le GBP USD est faible, en dépit de la faiblesse du dollar US, et que l'euro-dollar est fort, que l'euro GBP a fait sa cassure haussière. Alors là, je suis assez satisfait. Alors, il y a parfois des échecs en stratégie de trading, et je suis le premier à les reconnaître, mais l'euro GBP, je n'ai jamais abandonné. Et j'ai toujours défendu l'euro GBP comme une stratégie d'achat de moyen long terme. Et ce qui m'a convaincu, c'était en février dernier, rappelez-vous, lorsque la livre sterling a fait une reprise technique, notamment sur le GBP yen par exemple, qui était difficile lorsque le GBP a repris 300-400 pips après en avoir perdu 1500. C'était difficile de tenir pour les stratégies directionnelles, mais quelle a été la seule paire en sterling qui n'a pas cassé de support? L'euro GBP. Et lorsque j'ai observé cette force de l'euro GBP, je me suis dit, celui-là, dès que le GBP va repartir sous pression, ce sera le premier à faire des cassures haussières. Et donc, il y a eu une cassure haussière de l'euro GBP après plusieurs mois de range vendredi dernier. Dans le sens de la tendance haussière, c'est un signal d'achat. Je confirme mon objectif à 0,8150 lors des prochaines semaines. Signal d'achat donc de l'euro GBP. Et pour se placer, soit on est déjà long, ce qui est peut-être le cas, ce qui est peut-être votre cas, et sinon le pullback qui serait idéal, ce serait 79,46, 79,40 pour prendre donc euro GBP. Tous les voyants sont au vert sur le plan technique. Le RSI D1, regardez la perfection du RSI D1. Depuis décembre, il fait un range entre 50 et 70. Lisez la façon dont M. Wilder conseille d'utiliser l'euro GBP, le RSI. Lorsque le momentum du marché représenté par l'indicateur technique RSI produit un range au-dessus des 50, c'est le schéma classique prix momentum d'un marché haussier. Et donc l'euro GBP, son évolution lors des derniers mois, ça fait partie des illustrations possibles pour un ouvrage d'analyse technique qui veut défendre l'approche prix momentum. C'est vraiment le cas d'école, quoi. Donc c'est propre. Donc je suis confiant sur la capacité de l'euro GBP de poursuivre son avancée. Voilà, donc le GBP USD, lui, forcément, il est sous pression. En plus, le dollar US fait une petite reprise technique.
Bon, il est resté couvert par cette ligne de tendance. Là, le GBP-USD, il devrait se replier vers un 40,56. C'est ce qui d'ailleurs m'invite aussi à défendre l'avancée de l'euro GBP. Donc l'euro-dollar, j'attends. Je vais tenter de vous proposer à nouveau une stratégie technique d'entrée long. Alors un long, c'est un achat. Euh, dans la semaine, mais pas ce matin. Par contre, je ne le vends pas. C'est-à-dire que c'est trop risqué. À tout moment, ce marché peut repartir. Je préfère vendre une tendance baissière. Alors justement, qu'est-ce qu'on peut continuer de shorter? L'USD Yen, et je vais revenir justement sur ce dont je vous parlais tout à l'heure, un graphique de long terme et ses signaux techniques, et la façon dont ça peut se passer à court terme. Regardez donc l'USD Yen en weekly chart. On a beaucoup parlé de l'USD Yen début février, lorsqu'il a cassé la ligne de coup d'une énorme épaule tête-épaule. Et donc à ce moment-là, début février, nous étions les premiers dans l'équipe à vous dire objectif 111, objectif 110, objectif 106. Donc ça c'est le discours technique que nous vous avons proposé début février. Et donc on se retrouve 2 mois plus tard et on est au même prix. Mais justement, lorsqu'un graphique de long terme donne un signal de baisse, eh bien, un graphique de long terme permet d'avoir des objectifs de cours éloignés du niveau actuel des prix. Mais en termes de timing, là aussi, ça peut prendre plusieurs semaines. Et donc l'USD Yen, depuis plusieurs semaines, fait un range. Mais pour la construction technique, c'est parfait. C'est impeccable. Un range sous la ligne de coup de l'énorme épaule tête-épaule qui elle-même a pris plusieurs mois à se construire. Une forme de triangle descendant sous l'épaule tête-épaule. C'est une construction technique baissière. Et je vous rappelle que l'USD Yen fait partie de nos stratégies de vente moyen-long terme, donc qui s'établissent sur l'ensemble de l'année 2016, à l'image de l'euro GBP. Mais ces marchés sur lesquels on peut produire des stratégies de moyen-long terme peuvent parfois être en range plusieurs semaines. Et donc, ces graphiques de moyen-long terme, l'idée c'est de ne pas coller à son graphique en permanence. Le graphique de long terme ne va pas vous donner son développement directionnel 2 jours après. Ça prend du temps. Donc voilà, émotionnellement, il faut s'en détacher. Alors, est-ce que l'USD Yen peut enfin casser 111? Alors, moi j'ai un certain nombre de choses qui m'invitent à le penser. Tout d'abord, le yen ne cesse de se renforcer. La Banque centrale du Japon a beau s'évertuer à agir concrètement et dans les mots pour faire baisser le yen ne baisse plus. En réalité, on peut faire un rapprochement entre l'euro et la devise japonaise. Tout est fait pour faire baisser les devises, ces deux devises, mais elles montent. Donc en l'état, c'est toujours le même principe. Lorsqu'un marché a toutes les bonnes raisons fondamentales de baisser, mais qu'il ne baisse pas, c'est qu'il n'a pas envie de baisser. Et si un marché n'a pas envie de baisser, c'est qu'il montera. Alors ça peut vous paraître simple, mais ce que je suis simplement en train de dire, c'est que ces données fondamentales à l'impact baissier, si elles n'ont plus d'impact baissier, c'est qu'elles sont intégrées dans les cours. Donc voilà, tout simplement. Et c'est en fait ce que vous donne l'action des prix. Donc un test réussi des 111 en février. Un deuxième test réussi le 24 février. Un troisième test réussi le 17 mars. L'USD Yen remonte, échoue sous la partie haute de ce triangle rectangle descendant. Prend MM20, échoue, avalement baissier, repasse en dessous. Je vous ai proposé jeudi dernier, lors de mon dernier point de marché, une stratégie de vente pour gérer votre risque en utilisant un indicateur de tendance, la moyenne mobile à 20 jours. Celle-ci fait office de résistance. En l'état, j'envisage donc un nouveau test des 111 qui pourrait être cette fois-ci le bon. Attention tout de même, je repasse en données 4 heures. Le H4 me paraît nécessaire pour valider une cassure des 111. Pour quelle raison? Parce que si vous retombez sur le H1, j'ai souvenir notamment de cette séance du 17 mars qui a vu un piège, une cassure horaire neutralisée dans l'immédiat. Alors, l'historique des prix donne des enseignements, il faut s'en souvenir. J'ai besoin désormais d'une cassure H4 des 111 pour valider un breakout. Donc, je vais patienter tranquillement. Et le jour où j'ai une cassure H4 à 110,70, 110,80, je dirais signal de vente, objectif 106. C'est exactement le même raisonnement que j'applique à l'euro GBP. Nous étions dans un range.
L'idée c'était d'attendre une cassure D1 du range. Cette cassure D1 vous a été proposée par ce marché vendredi. C'est un signal d'achat et c'est donc la cassure haussière des 0,7940 qui engage une nouvelle cible haussière technique à 81,50 sur l'euro GBP. Donc voilà, les cours de clôture plus que jamais. Si vous avez du mal à identifier les cours de clôture sur les bougies japonaises, vous avez ce bouton, vous rebasculez en ligne. Alors bon, le libellé n'est pas forcément adapté là sur la plateforme, mais le libellé ligne, c'est cours de clôture. Et voilà, c'est ce qui vous donne au moins vos cassures et vos signaux. Donc, alors, les paires majeures, je continue, puis je vais répondre à vos questions. L'USDK dans Weekly Chart a donc fait 0, il a fait 1,2856. Bon, je considère qu'on a fait un 28,40. Hein. On s'établit dans un range. Euh, En finale, USDCAD est dans un range depuis quelques semaines entre 28,30 et 33. On peut rester à l'intérieur, voilà. Là, c'est pareil, le niveau des 28,30 est tellement solide que bon, il faudrait un jour qu'on le brise pour aller en bas. Je ne vais pas anticiper, je ne vais pas exagérer. On s'établit dans un range, donc c'est plutôt neutre là à court terme USDCAD. Dans les paires majeures, qu'est-ce que j'ai oublié? Le NZD USD et la UD USD. Et ensuite, je vais répondre à vos questions. Le NZD USD, c'est pareil. Le marché a construit un range depuis l'été dernier. Fait son breakout weekly la semaine dernière. La cassure weekly, elle est là. C'est un fait. On peut retracer maintenant. Je prends la cassure weekly de la semaine dernière. J'applique juste un retracement de Fibo. Voilà. Là, on ne retrace même pas un tiers. Ce qui est très intéressant, c'est que le niveau de cassure des 68,10 représente une proportion très suivie, le ratio de retracement de Fibonacci de 50%. Alors vous avez d'ailleurs eu jeudi dernier un webinaire sur Fibonacci qui vous a expliqué pourquoi ce 50% était le plus important des ratios. Est-ce qu'on peut pullbacker jusqu'à 68,10? C'est une possibilité. Après, ça me paraît un peu profond comme retracement, mais ça reste de l'ordre du possible. En l'état, c'est comme l'euro-dollar, c'est trop tôt pour y revenir. L'idée, c'est de laisser le RSI H4 se dégonfler et lorsqu'il reviendra se poser sur 30, à ce moment-là, étudier la position des prix. MM20H4 fait office de résistance, MM50 remonte. On va attendre. Et dans le meilleur des cas, dans le meilleur des mondes possibles, revenir tester 68,30, 68,10 renforcé par MM50H4 pourrait offrir un bon point. Donc c'est comme l'eurodoll, en début de semaine, le laisser retracer. Voilà, moi j'ai fini mon speech, donc maintenant toutes vos questions. Bonjour à tous. Bonjour Sébastien, bonjour Adil, Scorpion, Parfil, Discalex et Luc, Jean-Luc, tous les fidèles auditeurs. Donc Stéphane, quel est votre avis sur la UD-USD au vu de l'agenda? Alors, j'ai oublié la UD-USD, donc vous faites bien de rappeler qu'en effet, c'est la seule... parmi les banques centrales majeures, la RBA s'exprime cette semaine. Alors, il est sous pression, la UD-USD, mais bon, ça reste haussier. En weekly chart, bon, on continue de progresser. Il n'y a pas de div, il n'y a rien. Je dois quand même admettre qu'on a un rythme de progression qui est très progressif. Mais voilà, on a cette belle ligne de tendance haussière. Je vais repasser dessus en H4. Vous la retrouvez ici. Est-ce qu'on peut carrément revenir la tester? Ça me paraît un peu profond. Je surveille celle-ci. Donc le RSI H4 se dégonfle, les cours reviennent. C'est comme l'eurodoll et le NZD USD. En début de semaine, l'USD reprend un peu des forces. Voilà. Bon, attention, on a quand même eu vendredi un superbe rapport NFP. Donc, bah voilà, il peut agir quelques heures. La Fed, on sait que la Fed, lorsqu'elle s'exprime, notamment à travers la voix de Janet Yellen, ça fait baisser le dollar US. Les minutes de la Réserve fédérale mercredi vont débriefer la dernière décision de politique monétaire de la Fed qui a fait baisser le dollar US. Il y a donc une fenêtre temporelle au niveau de l'agenda macroéconomique pour un rebond technique de l'USD, là lundi, peut-être mardi. C'est probablement mercredi que les paires en dollars se retrouveront sur des niveaux d'entrée intéressants. Donc la UD-USD va consolider un peu et je surveille cette ligne de tendance.
Alors le GBP Yen, bonne question parce qu'il teste un point important, potentiellement de décrochage. Euh, Il y a deux niveaux de prix intéressants. Les fameux 111 de l'USD Yen. Je n'anticiperai pas la cassure, mais je soupçonne fortement qu'elle intervienne cette semaine, mais j'attendrai la cassure H4. Le GBP Yen teste le fameux niveau des 158,50, défendu, fortement défendu. Pourquoi? Parce que c'est lorsque le marché a brisé 158,50 le 1er mars que le GBP Yen est entré dans une phase de reprise technique forte. Quand même, de 154 à 164, le GBP Yen a fait 1000 pips de rebond technique. Et vous savez, 1000 pips de rebond technique, lorsqu'on en a perdu 4000, ça reste un retracement faible en proportion, mais dans les faits, lorsqu'on a une stratégie de trading vendeuse à moyen long terme sur le GBP Yen qui a perdu 4000 pips, gérer un rebond de 1000 pips, honnêtement, je vous l'avoue, dans les faits, c'est sérieusement compliqué. Et c'est justement quand j'ai vu le GBP Yen reprendre 1000 pips et l'euro GBP ne jamais casser de support que j'en suis arrivé à la conclusion que l'euro GBP, à travers sa stratégie d'achat, était probablement une des meilleures stratégies. Bon, bref. Il y a deux niveaux donc sous surveillance cette semaine, les 111 de l'USD Yen et les 158,50 du GBP Yen. De la même façon, en H4, le jour où le GBP Yen produit une cassure H4, attention, ce matin on n'a pas cassé. D'une part parce que le chandelier H4 en cours, là, il n'existe pas là le chandelier H4. Il existera à 11 heures. Donc on verra. Mais ça je le surveille comme l'huile sur le feu. Et dès qu'on brise 158,50 en H4, ce sera donc un signal de vente pour envisager un retour à 156. Mais pour l'instant, ce n'est pas le cas. Donc, on attend. Enfin, moi, j'attends. Alors, Sébastien, pour l'USD Yen, donc ayant shorté 116,50, les releveurs représentent 10% de mes gains. Il faut intégrer ça là dans la réflexion. Alors, en effet, il ne faut pas oublier ça. En effet, les rollovers. J'aurais dû hedger pendant la période de range jusqu'à la cassure des 111 confirmée. Nouvelle leçon, on apprend tous les jours. En effet, on apprend tous les jours. Et donc l'USD Yen, voilà, il faut attendre la cassure donc des 111. Alors pour l'instant, le Yen se renforce. Alors, attention, bonjour guest, j'envisage l'USD Yen. Alors, l'USD Yen, alors déjà, c'est une stratégie de vente depuis le début de l'année. Honnêtement, voici la dernière baisse des taux de la BOJ. Aucun impact haussier pour l'USD Yen. La question que vous dites, guest, donc comment conseiller, alors déjà c'est pas un conseil, hein, mais votre question c'est comment j'ose proposer l'USD Yen à la vente alors que la BOJ est là. Mais réfléchissez par rapport à l'euro dollar. Dans ces cas-là, comment j'ose proposer l'euro dollar à l'achat alors qu'on a eu un QE2. Mais prenez l'euro dollar depuis le mois de décembre. Moi j'ai envie de vous répondre, comment oser proposer l'euro dollar à la vente alors que depuis le mois de décembre, ça ne cesse de monter? Ou comment proposer l'euro dollar à l'achat alors que depuis l'été 2015, ça ne cesse de baisser? On peut aussi avoir cette réflexion. Alors, euro GBP, divergence baissière en D1. Alors, vous savez, d'abord les prix et avant tout les prix. Il n'y a aucune divergence baissière en données journalières sur l'euro GBP. Je confirme, il y a sur le RSI D1 aucune divergence baissière. Au contraire, je me permets donc JS de vous dire que vous avez probablement une mauvaise interprétation là pour le coup du RSI D1 de l'euro GBP. La structure du RSI D1 de l'euro GBP est au contraire parfaitement haussière, avec la neutralité donc à 50 qui sert de support. Alors, lorsque le RSI se maintient au-dessus de 50, ce qui est intéressant en fait, c'est de savoir exactement à quoi correspondent les lectures absolues du RSI. Il faut savoir une chose, le niveau des 50, s'il est appelé la neutralité, c'est parce que RSI égale 50 signifie que sur la période, vous avez 50% de variation positive et 50% de variation négative. Le fait que le RSI se maintienne au-dessus des 50 fait que sur la période, vous avez une plus forte représentation relative des variations positives. Et donc ça, c'est techniquement haussier. Donc il n'y a pas de divergence baissière sur l'euro GBP en D1. Il n'y en a juste pas.
Mais voilà, il faut attendre. Pour l'euro-dollar, par exemple, il faut le laisser respirer. C'est pour ça que je n'y reviens pas tout de suite. Regardez par exemple JS, par rapport à la, à la- à la discussion qu'on avait à l'instant. Depuis le 3 décembre dernier, la Banque Centrale Européenne a baissé ses taux, a lancé un QE2, a octroyé une enveloppe 4 aux banques commerciales. Euh, donc il y avait tous les fondamentaux monétaires pour que l'euro baisse. Donc en l'état, on peut se poser la question comment oser proposer l'euro-dollar à l'achat. Et pourtant, que fait l'euro-dollar depuis décembre? Il a gagné 900 pips à la hausse. Imaginez les stratégies de vente basées sur le fait que la BCE lançait un QE2, elles ont toutes été neutralisées. Lorsqu'un marché a toutes les raisons fondamentales de baisser et qu'il ne baisse pas, c'est que les données fondamentales en question sont déjà intégrées dans les cours. Alors, en fait, sur le NZD-USD, lorsque je parle des 0,6810, je prends je prends le cours de clôture du range qui a eu lieu. Sur le NZD-USD en weekly, vous avez trois méthodes ascendantes, donc c'est propre. Et la base de ces trois méthodes ascendantes, c'est le cours de clôture de la dernière semaine de février. Et c'est 0,6810. Voilà, c'est pour ça. Ça m'intéresse. Alors, je ne compare pas hein, la politique monétaire de la Banque centrale. Alors, euh, la politique monétaire de la BCE et la BOJ n'ont rien à voir. Écoutez, je ne suis pas réellement d'accord parce que lorsque vous positionnez les banques centrales sur ce que moi j'appelle la courbe du cycle monétaire, ce sont au contraire, du point de vue de leur politique monétaire conventionnelle et non conventionnelle, deux banques centrales très comparables, la BCE et la BOJ. Euh, bon, après, on peut en parler, hein, c'est un débat, mais j'aurais tendance, moi, au contraire, à faire un rapprochement dans l'action entre ces deux banques centrales. Voilà, mon cher JS. Alors, donc j'ai une bille en fondamentale. Pourquoi le QE n'a pas fait baisser l'euro alors que ça se produit à chaque fois? C'est que ce programme monétaire, son extension était anticipée. Alors après, il faut voir aussi une chose, le marché est toujours dans la projection. Il y a aussi une chose qui fait remonter l'euro, ce sont les chiffres macroéconomiques. Alors c'est pas non plus exceptionnel, mais il y a une dynamique légèrement positive pour la macro au sein de la zone euro. Prenez par exemple la semaine dernière, faites le bilan de tous les indicateurs qui ont été publiés la semaine dernière. Légère croissance de l'inflation au sein de la zone euro, légère croissance de l'activité manufacturière. Bon bah voilà, hein, le marché a toujours cette anticipation de poursuite de la légère reprise de l'euro-dollar. Attention, je ne suis pas en train de dire que l'euro-dollar va à 1,20 ou 1,30. Je m'intéresse à l'action des prix à court terme. L'idée c'est qu'à terme, on peut revenir chercher un 15 et à un 15, j'arrête. Voilà, ça pourra baisser. Ça reste un range 1,05, 1,15. Euh, voilà. Donc attention, je ne suis pas sur quelque chose d'extrême hein, en termes de positionnement. Alors, le dollar australien, c'est une bonne question. Regardez la UD-USD. Depuis le début de l'année, ça monte. Pourtant, la Banque centrale d'Australie a toujours cherché à faire baisser le dollar australien. Et ça monte. Il y a aussi un lien entre la Banque centrale d'Australie et la macro chinoise. Bon, la semaine dernière, hein, la macro chinoise était plutôt rassurante. Notamment l'indice PMI manufacturier qui est repassé au-dessus des 50. Et ça faisait longtemps. Donc là aussi, c'est pas énormissime, mais ça a été des chiffres positifs. Mais l'AUD-USD, c'est comme l'euro-dollar ou le NZD-USD en début de semaine, ça consolide. Donc je n'y reviens pas tout de suite. Et j'estime que là, l'euro-dollar n'est pas sur un bon point d'entrée. C'est trop tôt. Moi, je surveille cette ligne de tendance, donc j'attends. Voilà. Après, vous savez, moi, je vous propose une lecture fondamentale, hein, mon cher guest, mon cher JS. Je peux me tromper, hein. Voilà, il n'y a pas de problème. Ce sont des arguments. Voilà. C'est pour ça, hein, honnêtement, par rapport à ce que vous entendez ci et là, ou même par rapport à ce que je propose, faut complètement garder votre esprit critique. C'est obligatoire. 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 Voilà, bah écoutez, j'ai répondu à toutes vos questions, donc moi je vous remercie, notamment de votre participation, de vos commentaires,
et des critiques, hein, positives ou négatives, on est là pour ça. Prochain point de marché à 10h30 sur les matières premières, et moi je vous retrouve pour un point plus complet, global macro, notamment sur les indices boursiers à 11h dans le morning meeting. Merci à tous et à tout à l'heure.